Bonjour à tous les trois. Donc, on va parler des usages après la technologie et les enjeux de régulation. Alors, 8 millions de Sud-Coréens ont déjà la 5G, 1 million d'Américains et 150 millions de Chinois. En France, Ericsson estime qu'environ 3,5 millions de Français pourraient avoir la 5G d'ici un an. Mais il y a encore énormément de questions sur les usages, et Fabienne le rappelait encore à l'instant, hein, le débat en France est vraiment monté d'un cran entre les anti-5G pour qui c'est une technologie anecdotique, voire carrément nocive, qui demandent au mieux des consultations citoyennes et au pire des moratoires comme à Lille, et puis de l'autre côté les pros 5G d'une certaine façon, pour qui voilà, c'est vraiment un nouvel Internet qui va permettre de connecter des milliards et des milliards d'objets. Donc on va en parler avec vous. Olivier Babot, bonjour. Vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens. Donc vous pensez la technologie, vu que l'Institut Sapiens est un think tech et non pas un think tank. Vous nous direz peut-être aussi ce que c'est. Vous êtes agrégé en économie, docteur en sciences de gestion et professeur à l'Université de Bordeaux. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent s'appelle « Éloge de l'hypocrisie » aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous. Michel Combeau, vous êtes directeur général de la Fédération française des télécoms, qui représente la filière. Vous êtes polytechnicien et travaillez depuis 19 ans dans l'économie numérique et les médias. Vous avez fait plusieurs postes, à la fois à l'ARCEP, aux États-Unis, en cabinet ministériel, et juste avant la FFT, vous étiez au CSA comme directeur général adjoint. Et enfin, Guillaume Vaquero, vous êtes senior manager et consultant chez Wavestone. Donc Wavestone, c'est un cabinet de conseil indépendant. Vous êtes dans 8 pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis et à Hong Kong. Et vous, donc, vous accompagnez en fait les entreprises depuis 15 ans dans la mise en œuvre de leur stratégie IT. Donc merci à tous les trois d'être là. On va peut-être d'abord aborder les usages pour les particuliers. On parlera après des usages pour les industriels, vu que c'est un autre pan énorme de la 5G. Donc sur les usages pour les particuliers, on voit en fait aujourd'hui que les premiers retours, à la fois en Corée ou aux États-Unis, sont un peu décevants. Moi, je me rappelle d'une responsable de Google américaine de passage à Paris qui disait vous savez, la 5G à Chicago, il faut tendre le bras pour la capter. On a vu la même chose en Corée. On a l'impression que dans l'immédiat, ça ne va pas forcément révolutionner nos usages. Allez-y, Olivier. Si je peux commencer à répondre. Merci de votre invitation. En fait, c'était mon avant-dernier livre, parce que mon dernier s'appelle « Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités ». Il est un peu d'actualité, donc voilà, j'en profite pour faire la publicité. Victor Hugo disait le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. Et c'est vrai que très souvent, des progrès qui peuvent être des ruptures ne sont pas nécessairement vécus comme des ruptures. Si vous pensez, je ne sais pas, par exemple au néolithique, au passage à l'élevage et à la culture, en fait, ça s'est fait sur plusieurs centaines d'années, probablement de milliers d'années. C'est petit à petit. Peut-être Gutenberg non plus, ça n'a pas été spectaculaire. Donc le fait que ça ne soit pas spectaculaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer. Mais probablement, au départ, c'est un tout petit peu déceptif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un événement extraordinaire. Je rappelle que la première technologie qui nous a totalement changé, c'est le feu. Il y a quelques centaines de milliers d'années, qu'on n'aurait pas un cerveau aussi gros sans la capacité à cuire les aliments, donc à ingurgiter les calories plus vite. Et donc, cette taille relative de cerveau très très grande, elle est due à la techno. La techno, elle nous a déjà changé, mais ce qui est caractéristique des technologies, c'est qu'en général, on voit assez bien, on imagine assez bien, on rêve assez bien de ce qu'elles peuvent arriver à faire, mais on ne comprend jamais bien les applications. Souvenez-vous, quand on a inventé le téléphone, la première chose à laquelle on a pensé, c'est quoi à votre avis? C'est de dire, on va pouvoir écouter, c'est super, on va pouvoir écouter des pièces de théâtre à distance. C'était ça l'application à laquelle on avait pensé. Quand vous regardez les cartes postales de 1900, la France en l'an 2000, c'est très rigolo parce qu'ils imaginaient vachement bien les technos qui arriveraient. Ils comprennent qu'on va pouvoir facilement voler, qu'on va pouvoir parler à distance, s'enregistrer. Tout ça, c'était prévu.
Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est les usages en fait. C'est la façon dont ça va être utilisé. Et c'est probablement ce qui va le plus nous surprendre dans la 5G. Et regardez, on a mis 15 ans à s'apercevoir du bordel que foutaient les réseaux sociaux. Et voilà, on a compris que c'était en train de faire exploser la démocratie, par exemple. Voilà. Mais on a mis un petit moment. Et ça, il fallait l'expérimenter pour le savoir. Alors, la 5G, aujourd'hui, oui, c'est déceptif. Oui, il y a eu, je crois, environ 2000 plaintes en Corée du Sud. Oui, il y a plein d'endroits où les Américains vous disent, enfin, j'ai discuté avec quelques amis américains qui me disaient, bah oui, mais moi, à Los Angeles, j'ai la 5G, ça rame, ça sert à rien pour l'instant. Bon. C'est probablement beaucoup de technologies au départ sont assez déceptives. Et il faut se souvenir, les ordinateurs au départ, quand on les a mis dans les entreprises, on ne savait pas quoi en faire. On regardait ça un peu comme une poule regarde un couteau. Pourquoi ? Parce que par définition, on faisait 100 avant. Et c'est le problème des technologies qui arrivent toujours, qui introduisent des changements qu'on ne peut pas soupçonner, puisque par nature, on faisait 100 avant. Et c'est comme l'histoire du Walkman, du baladeur, dont tout le monde était contre, sauf Monsieur Sony qui y croyait, mais c'est que par définition, tant qu'on n'a pas expérimenté le truc, on ne l'utilise pas. Alors il y a quand même quelques applications qui, pour les particuliers qui existent. Par exemple, en Corée, dans un stade de baseball, ils ont mis 60 caméras, et ça permet aux gens de choisir à tout moment exactement l'angle qu'ils veulent avoir pour le jeu. De la même façon, on a fait ça pour une salle de concert, et vous pouvez vous changer d'endroit. Bon, à terme, c'est plutôt à terme qu'on imagine qu'il va y avoir des applications très importantes autour de la réalité virtuelle. Ou la réalité augmentée, qui est un peu différent, comme vous savez. Et là, c'est des choses qui, à mon avis, sont à la fois un peu flippantes, si vous pensez à Spielberg et à Ready Player One, ce film que je vous conseille de voir, si vous ne l'avez pas vu, où toute la société finit par vivre dans une espèce de matrice. C'est pas Matrix, mais c'est une sorte de matrice ou de jeu en ligne. Mais il y a quand même des potentialités assez extraordinaires, en tout cas, voilà, du point de vue des particuliers. Mais c'est vrai que ça ne va pas être visible là. Je ne peux pas vous dire que dans les mois, les années qui viennent même, ça va être extrêmement visible, même si peut-être que nos amis écologistes dans les ascenseurs pourront utiliser plus rapidement leur téléphone. Je ne voulais pas y faire référence, mais... J'ai rien dit. Michel, peut-être sur le côté déceptif du lancement, la techno est là, il y a quand même eu un processus de maturation technologique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'en saisit pas tout de suite ? Bon, déjà, on peut dire qu'en France, déjà, il n'y a pas de déception parce que les réseaux ne sont pas encore lancés. Hein, les fréquences sont encore en cours d'attribution. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le développement sera assez progressif. Hein. C'est aussi l'enjeu. On a toujours parlé du retard français. On voit bien qu'un retard par rapport à un lancement qui peut être un peu déceptif, perçu en tout cas dans les autres pays. Il n'y a pas de retard, hein. Il y a juste effectivement une maturation progressive des usages. On le voit, il y a 10-15 ans, si on avait dit que la 4G serait devenue quasi indispensable partout, sur tout le territoire, personne ne nous aurait cru. Donc on voit bien qu'il y a un délai effectivement d'appropriation des usages, et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait le président de l'ARCEP précédemment. Il y a aussi le temps que ces usages aussi s'inscrivent dans un débat de société plus large. Donc finalement, autant prendre cette chance de ce développement progressif pour finalement pouvoir débattre sereinement autour du développement de la 5G. Il faut bien voir que on ne va pas remplacer du jour au lendemain des réseaux 4G par des réseaux 5G. Hein. On est plutôt, d'ailleurs, notre priorité, c'est de développer la 4G dans les zones rurales. Hein. C'est le New Deal mobile. Et donc la 5G sera là progressivement sur des usages, d'abord effectivement dans quelques mois pour désengorger la 4G dans les grands lieux de passage et garantir cette qualité de service, et effectivement au fur et à mesure le développement de ces nouveaux usages. Mais il n'y a rien d'alarmant. On est loin effectivement des belles promesses de la 3G qui d'ailleurs n'ont pas été tenues vraiment. On est là sur un développement qui est raisonné et un développement aussi qui doit se faire en concertation. Je ne sais pas si c'est une culture du compromis, mais en concertation avec les usagers. C'est eux qui décideront finalement de ce que sera la 5G dans les prochains mois, prochaines années. Guillaume, il y a déjà des usages, hein, et le confinement en a accéléré certains. La visioconférence, vous parliez de la réalité augmentée. Quand on regarde un peu les expériences à l'étranger, vu qu'il y a de la 4G aujourd'hui, il y a environ 80 réseaux 5G dans le monde allumés. Quels sont les usages en fait qui ont le plus marché, qui sautent aux yeux là dans le monde ?
C'est mieux là? Ouais. C'est mieux. Donc effectivement, juste pour compléter aussi la réponse précédente, pour que ça décolle, finalement, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin d'une technologie, et on a vu que la technologie, elle va pas tenir toutes ses promesses dès le premier jour. Hein. On va pas être à un débit x10 au lancement. On va pas être sur une couverture qui va non plus être extraordinaire et qui permettra de généraliser des usages. C'est la première chose. Et ensuite, effectivement, il faut du contenu. Il faut du contenu, ou même plus largement, une expérience utilisateur à offrir pour que, quelque part, les utilisateurs, grand public, aient envie d'acheter la 5G. Donc tout ça va se faire assez progressivement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt des promesses en fait que des cas concrets. Et on parle beaucoup des déploiements 5G partout dans le monde, mais quand on regarde un peu plus près, on se rend compte que c'est pas non plus, je dirais, exceptionnel. Il y a des couacs, il y a des déceptions, et on le disait en introduction. Donc, je pense pas que, du point de vue des usages, on ait pris trop de retard. Les usages qui sont intéressants, c'est effectivement, par exemple, le cloud gaming, hein, qui suscite pas mal d'intérêt. C'est une grosse industrie, le jeu vidéo. Le problème, c'est que pour faire du cloud gaming, il faut des gros débits, il faut aussi une faible latence. Et là, on en revient au point de la technologie, avec une 5G qui, au début, ne sera pas optimisée. L'autre usage intéressant, c'est tout ce qui va tourner autour de l'immersion. Avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et ça, effectivement, on pressent un intérêt assez fort des usagers. Dans le jeu vidéo, je parlais des jeux vidéo, typiquement, on peut imaginer que ça va apporter une expérience qui est vraiment disruptive par rapport à ce que les joueurs connaissent aujourd'hui. Mais ça peut être plus large. Dans la relation avec des entreprises, par exemple, hein, on peut imaginer dans le secteur immobilier, je souhaite visiter mon appartement en fait sans me déplacer, et en plus le contexte sanitaire rend crédible ce cas d'usage. Et donc là, on peut voir effectivement des choses intéressantes, mais encore une fois, on est plutôt dans le domaine de l'expectative, de l'attente, que des cas concrets déployés, y compris dans d'autres pays. On est dans l'expérimentation, on est dans l'attente, mais on n'est pas dans le concret aujourd'hui. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu un peu une surpromesse de la 5G, et peut-être si on l'avait moins vendue, après c'est le rôle des opérateurs et des acteurs innovants de mettre en avant leur technologie évidemment, mais est-ce que si on avait peut-être un peu moins surpromis, le débat aurait été peut-être un peu plus pacifié aujourd'hui? Peut-être, effectivement, d'un point de vue, quand on regarde avec un œil un peu extérieur, quand on revoit les séquences de lancement de la 5G aux États-Unis, en Corée, on était quasiment dans le domaine de la conquête spatiale, quoi. Il fallait être le premier à lancer son réseau 5G, donc il y avait beaucoup d'effets d'annonce, on voulait communiquer autour de ça. Et la difficulté, sans doute, c'est qu'on est face à une technologie qui est quand même complexe, qui est très très différente des anciennes générations, hein, et en particulier, on y viendra après sur le domaine de l'entreprise, mais on est face à quelque chose qui est complexe à expliquer pour le grand public, et je pense que les sujets de débat public qu'on a aujourd'hui sont un peu liés à ça aussi. Hein. Comment vulgariser une technologie qui permet plein de nouvelles choses et qui est assez éloignée de la continuité qu'on pourrait imaginer pour une technologie mobile. C'est ça le sujet, en fait, à mon avis. Michel, sur le côté de la surpromesse de la 5G, est-ce que ce n'était pas une erreur? Je ne pense pas qu'en France, on ait survendu la 5G. Hein. Bien au contraire, on a toujours, en tout cas, côté opérateur, même côté industriel, en fait, visé effectivement un développement progressif, et surtout sur le long terme, il faut bien rappeler aussi, la 5G aura différentes phases technologiques. C'est un profond changement dans les réseaux. Donc côté opérateur aussi, il y a beaucoup de travaux, parce qu'on va effectivement aller vers de l'intelligence réseau, je dirais, au bord du réseau, plus sur des fonctions centralisées. Donc il y a aussi une vision de long terme. L'idée, c'est d'avoir une action structurante sur les réseaux, sur les usages, et on en parlera tout à l'heure, sur les usages aussi industriels. Donc au contraire, en France, je ne pense pas qu'on a pas eu ce défaut-là dans d'autres pays d'être les premiers, d'être effectivement avec un côté déceptif. On a aussi eu nos priorités. Il y a eu, je dirais, les développements fibres, le New Deal pour les zones blanches, effectivement, et la 4G. Et maintenant, on va commencer à lancer progressivement la 5G. Donc on a eu finalement, je pense en France, une approche plutôt prudente et prudentielle, parce que là, on a aussi, je dirais, l'expérience qui compte pour arriver à faire adopter ces usages, et aussi finalement s'adapter à la demande des clients. Olivier, vous vouliez intervenir sur ce point? Oui, à mon avis, il y a une sorte d'effet Apple, vous savez, le progrès technologique, c'est un peu comme une drogue, il faut augmenter la dose pour que ça fasse le même effet. Vous vous souvenez des keynotes de Steve Jobs, au début on était fascinés, c'était extraordinaire, et puis
Du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouveau keynote, on dit ah bah tiens, c'est pas révolutionnaire, c'est quand même pas terrible. Et puis à la fin, bon, on devient assez blasé, bon, c'est pas extraordinaire. Et donc on est tellement blasé, en fait, on s'est tellement pris des vagues technologiques là depuis 20 ans ou 25 ans que finalement maintenant, si c'est pas un truc absolument incroyable, on est un peu déçu. Il y a ça, et puis il y a aussi l'effet dont on parlait un peu tout à l'heure, mais de cet anti-positivisme, d'ailleurs on pourrait l'appeler le négativisme technologique du coup. Hein, c'est anti-contient, on voit dans la science fondamentalement et dans le progrès technologique plutôt une menace qu'une attente. Donc on n'y voit pas les opportunités, on voit d'abord les menaces. Et donc ces deux effets-là font qu'on est un peu déçu. Si on vous comprend bien, on a l'impression que le divertissement va être un peu le premier gagnant de la 5G pour les particuliers, du moins. Est-ce que ça va être suffisant pour vendre la 5G en France ? Vu que la 4G permet déjà quand même de télécharger un film assez rapidement, le métro de Paris maintenant est à 100% couvert. En fait, encore une fois, la question c'est quelle expérience on propose et en quoi cette expérience elle est nouvelle par rapport à ce qu'on a avec la 4G. Donc effectivement, si c'est pour regarder des séries sur Netflix, on peut considérer qu'on n'aura pas une expérience radicalement différente et donc probablement que les utilisateurs ne seront pas prêts à payer 20 ou 30 euros de plus leur forfait chaque mois. Et donc c'est ça la clé en fait, hein. C'est ça la clé. Bon, effectivement, on rappelle pour Netflix, il vaut mieux utiliser la fibre. C'est effectivement d'ailleurs un débat aussi sur les usages, hein, clairement. Je dirais l'enjeu aussi de la 5G, c'est d'avoir une vraie réflexion sur les usages pour aussi un peu, les aspects qu'on peut aborder avant, sur les aspects effectivement environnementaux, pour un peu contrebalancer l'effet rebond lié à la 5G. Ce qu'on peut dire, c'est finalement aussi les utilisateurs qui vont nous guider dans, je dirais, les usages qui font sens pour eux en matière de 5G. C'est-à-dire que la première priorité côté opérateur, c'est de garantir cette qualité de service. On le voit maintenant quand on a des grands centres de croisement dans les gares, dans les hubs de transport, voire même dans les centres commerciaux. Le maintien de cette qualité de l'accès à l'Internet mobile est essentiel. Demain, la 4G sera sûrement saturée dans ces lieux. La 5G permettra déjà d'apporter une qualité de service garantie. Mais on le voit, effectivement, il faudra que collectivement, avec les usagers, avec les opérateurs, on identifie les services qui demain permettront d'apporter une valeur ajoutée réelle pour les usagers au quotidien. Mais c'est cette relation client qui est propre à chaque opérateur qui permettra aussi de mieux sentir finalement entre 2-3 usages quels sont ceux attendus par les clients. Oui, la désaturation des réseaux et le bon débit sera déjà un usage, en soi, quoi, presque. Je posais la question parce que les forfaits 5G vont être a priori plus chers. Là, Bouygues et Orange ont déjà lancé leurs premières offres 5G. Chez Orange, il y a un forfait illimité à 94 € de mémoire si on n'est pas abonné. Est-ce que du coup, voilà, la promesse du débit x10, encore une fois, est-ce qu'elle vaut 94 € finalement ? C'est vrai qu'il y a, comme je l'ai souligné, il y a eu des déceptions dans les autres pays. En fait, il y aura le choix entre deux modèles. Historiquement, vous avez le modèle Canal+ ou le modèle vidéodisque, en gros. C'est-à-dire que Canal+, vous arrivez avec une augmentation de plus l'infini dans le coût de la vidéo, parce que jusque-là, la télé était gratuite. Enfin, si vous mettez évidemment la taxe publique, évidemment, qu'on paye tous, mais la télé était gratuite et tout d'un coup vous arrivez dans les années 80 en disant voilà, nous on va faire payer relativement cher. Et là, vous pouvez le faire et ça a été fait avec succès, même si beaucoup de gens en doutaient à l'époque, parce qu'il y a une vraie expérience de différence, parce que vous aviez le premium, vous aviez déjà pour nos amis écolos le porno du samedi soir, n'est-ce pas? Et puis vous aviez évidemment le sport et puis surtout le cinéma premium. C'est des trucs qui ont fait le succès extraordinaire, beaucoup de gens en doutaient. Bon. Et le deuxième modèle, lui, il est négatif, c'est le vidéodisque. Le vidéodisque, c'était un truc de snob un peu sympa. Vous savez, c'était grand là, c'était la taille ça ressemblait à un CD et parce qu'il y a peut-être des gens qui sont trop jeunes dans la salle pour savoir à quoi ça correspond. Moi, ça me parle pas. Ça vous parle ou pas? Non, bah voilà, d'accord. Merci pour le coup de vieux rapide, mais donc vous voyez, c'était la taille d'un disque vinyle, mais ça avait l'apparence d'un CD. Et en fait, c'était une technologie qui était évidemment mieux que la VHS, mais c'était beaucoup plus coûteux. Et ça n'a jamais réussi à passer la phase de diffusion qui lui a permis de baisser son coût. Et donc ça a tout de suite été remplacé quand il y a eu le format DVD, les nouveaux formats. Donc la vraie question, ça va être à quel moment votre service
arrive à apporter suffisamment de valeur pour que vous ayez des gens qui entrent sur le marché et que vous arriviez à produire cette baisse du prix qui, à mon avis, inéluctable. Ça ne peut pas rester aussi élevé très très longtemps. Je pense que après, ça c'est une question de modèle économique dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est évidemment une question intéressante. Oui, Guillaume. Oui, je trouve que le point du forfait, effectivement, Orange sans fair use, en fait, hein, donc data illimitée, est intéressant. Parce que là, pour le coup, un utilisateur peut voir un intérêt très concret, de se dire, je passe à la 5G et en même temps, j'ai une data illimitée, ce qui est quand même compliqué à avoir sur les restes des forfaits mobiles. Le point, c'est de savoir, est-ce que ce modèle il est viable de manière pérenne. Le point qui est important à préciser, ça a été dit tout à l'heure, en radio, la ressource, elle est limitée par définition. C'est des fréquences, c'est des blocs de fréquences, et donc les opérateurs ont à leur disposition une ressource qui est fixe, qui est limitée. Et on a vu qu'ils payaient très cher, en l'occurrence, ces fréquences. Et du coup, cette ressource qui est fixe, elle est partagée entre tous les utilisateurs. Si on regarde les réseaux fixes, quand votre fibre elle est saturée, vous pouvez déployer une autre fibre à côté, ça coûte de l'argent, ça prend un peu de temps, mais on peut le faire. En radio, c'est beaucoup plus compliqué, il faut trouver une nouvelle fréquence, et des fréquences, globalement, il n'y en a pas beaucoup disponibles. Donc, globalement, l'enjeu des opérateurs, ça va être de maximiser leurs revenus sur une ressource qui est finie. Et donc, forcément, le modèle illimité, il atteint ses limites parce que vous pouvez avoir des gens qui cannibalisent, entre guillemets, toute la ressource pour des usages d'ailleurs plus ou moins légitimes. Hein. Ça peut être aussi à des fins d'ailleurs pour embêter les opérateurs de piratage potentiellement, voilà, ou des usages en tout cas non classiques. Donc, les opérateurs, ils doivent gérer ça et donc à la fin, ils se posent la question de comment je maximise mon revenu. Et on le maximise généralement en limitant les usages. Ils doivent aussi gérer la qualité de service pour tous leurs utilisateurs sur cette même ressource radio qui est partagée. C'est plutôt un forfait, pour conclure, c'est plutôt un forfait sans doute d'appel qui va donner envie probablement aux gens d'aller vers la 5G, en tout cas pour les early adopteurs et ceux qui sont des gros consommateurs. Je ne sais pas s'il perdurera dans la durée. Et du coup, est-ce que la 5G avec un forfait plafonné fait sens? Si on vous suit, il faudrait plutôt plafonner pour limiter aussi, pour assurer une répartition égale de la ressource. Peut-être Olivier sur le plafonnement des forfaits, vu que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Plafonné versus illimité. Oui. Je crois que ça sera effectivement, ça sera à voir avec le modèle économique. J'ai l'impression que le grand avantage de la 5G, c'est que justement il y a plus de place et ça répond à un problème fondamental de la 4G qu'on n'a pas dit, c'est que dans 2, 3, 4 ans, de toute façon, il y a une saturation. Compte tenu de l'augmentation des usages. Alors on peut dire on va arrêter d'avoir des usages et c'est la fameuse option Amish dont a parlé le président de la République, mais si on pense qu'on va continuer à développer ces usages, et comme c'est relativement vraisemblable, on a de toute façon besoin de cette augmentation d'utilisation, et la 5G va permettre de libérer ça assez pleinement. Je pense que ça va être très intéressant de voir la concurrence entre les opérateurs sur les propositions, parce que c'est le grand mérite, ce qui est formidable avec la concurrence, on l'a vu avec Free, c'est que quand c'est bien fait, c'est fait quand même au profit du consommateur. Et donc on va voir émerger les meilleures offres. Peut-être d'abord des offres limitées, je pense, et puis rapidement des offres illimitées dans un deuxième temps. Michel, peut-être sans entrer trop dans la stratégie commerciale des opérateurs, je sais que vous ne pouvez pas vous exprimer vraiment sur le sujet, mais que pensez-vous du débat sur le fond Ouais. Je dirais que c'est un débat vieux comme le monde. Pour les plus anciens d'entre nous, on pourra rappeler les débats sur les offres de voix illimitées dans le passé. On le voit, c'est des débats qui peuvent effectivement arriver au moment de lancement de nouvelles technologies ou dans un enjeu concurrentiel. Je pense qu'on va dépasser effectivement ces débats. Je dirais le juge de paix sera client et ce sera effectivement la montée en puissance de ces usages qui permettront effectivement à chacun de se positionner. Puis on peut le rappeler quand même, c'est que même les forfaits 4G actuellement sont quand même différenciés par un niveau d'utilisation. Donc voilà, la 5G va rajouter un niveau supplémentaire, mais voilà, on est quand même en fonction de la consommation de données que l'on a, on a différents forfaits. C'est aussi, je dirais, le choix qui est laissé par les opérateurs de ce que c'est un forfait. Voilà. L'histoire nous a montré que ce débat sur illimité, pas limité, allait être dépassé, a souvent été dépassé. C'était un peu, on disait forfait voix limité, oulala. On se rend compte que maintenant, tous les forfaits voix sont quasiment limités. Ça pose zéro problème parce qu'il y a finalement, il y a une sorte de régulation de l'usage qui se met en place. Est-ce qu'on assistera à ça sur la 5G? On verra. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, je dirais le marché, lui, se régulera lui-même.
En tout cas, une 5G avec 60 gigas, 70, 80 gigas, ça restera utile pour le consommateur. On verra. Je dirais ça aussi. Je pense qu'il faut être assez humble sur l'évolution des données. Là, on était sûrement sur une augmentation de plus 100% par an. Là, on est à plus 50%. On verra est-ce qu'on va exploser ou pas ces tendances-là. On est souvent surpris, vraiment surpris, de l'évolution des usages. Là, par exemple, en ce moment, on apporte la 4G dans les anciennes zones blanches. On le voit, les usages augmentent. On est souvent surpris de la manière dont les gens s'adaptent aux nouvelles technologies. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils trouveront eux-mêmes les usages, souvent avec la jeune génération, qui pour le coup peut nous surprendre. Donc l'enjeu, c'est d'être attentif à cette remontée des clients et de s'adapter finalement pour leur proposer les services qu'ils attendent. Finalement, le confinement a peut-être été une bonne nouvelle pour la 5G, avec la visio notamment qui explose. En tout cas, je pense que ça a remis au cœur les besoins en numérique. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun débat sur le fait que le numérique est essentiel. On parlait tout à l'heure des événements dans les Alpes-Maritimes. On remet l'électricité et les télécoms. Donc, au moins là-dessus, je pense qu'il n'y a plus de débat. Et vu que la 5G va arriver en 2 temps, qu'est-ce que va vraiment apporter la 5G standalone vers 2023-2024, donc avec des vrais cœurs de réseau 5G? Qu'est-ce que ça change pour le particulier? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'enjeu, c'est... Alors, il faut faire attention, il n'y a pas une sorte de phase 1, phase 2, c'est des phases qui sont quand même très progressives. Et puis pareil, aussi le cœur de réseau, on ne va pas du jour au lendemain le changer. Ce sont des développements qui sont progressifs, c'est de la virtualisation. C'est-à-dire que vous aviez avant, pour les plus vieux d'entre nous encore, des gros équipements qui étaient spécialisés pour router, ou pour tout simplement pouvoir allouer les capacités dans le réseau. Demain, on va passer par des logiciels qui vont être des logiciels de routage qu'on pourra mettre sur l'ensemble du réseau. Ce changement-là, il est déjà mis en place avec la 4G. Et l'idée, c'est de transiter effectivement vers des cœurs de réseau, des cœurs de réseau 5G, donc d'améliorer finalement au fur et à mesure les performances des usages, notamment pour permettre ces fameux délais de réponse très faibles, pour pouvoir avoir tout un tas d'applications qui permettent de commander à distance, des objets connectés ou d'autres applications. Clairement, on va avoir effectivement un effet débit, dès le lancement de la 5G, une amélioration quand même des temps de réponse, alors qui ne seront pas à hauteur de ce que la technologie peut promettre. Et toutes ces performances vont s'améliorer au fur et à mesure que ce cœur de réseau va lui aussi transiter vers la 5G, sachant que ce n'est pas tant la 5G que le fait de virtualiser, c'est-à-dire de prendre, on schématise, un PC avec un logiciel de routage et de le mettre un peu où on veut dans le réseau pour permettre effectivement à la fois, par exemple, de faire de l'hébergement de données locales. C'est aussi, ce que disait par exemple l'ARCEP, aussi c'est un relais de croissance potentiel pour les opérateurs qui amène aussi une nouvelle philosophie d'ouverture. C'est l'objet d'initiative côté opérateur, pour avoir aussi des standards ouverts en matière d'équipement, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais on va aussi nous basculer vraiment vers une logique d'ouverture. Maintenant, un PC, c'est standard, des logiciels, c'est standard. L'idée, effectivement, c'est d'arriver vers plus d'ouverture progressivement pour améliorer, petit à petit, les capacités technologiques de ces services. Peut-être aussi une question sur le Wi-Fi, vu qu'on est tous archi familiers de cette technologie. Dans quelle mesure la 5G peut tuer le Wi-Fi? Alors la 5G pénètre assez mal dans les bâtiments, mais voilà, dans quelle mesure les deux peuvent coexister, ou au contraire se cannibaliser? Je vais peut-être répondre parce qu'on avait eu des débats intéressants déjà. Il faut rappeler que le confinement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est quand même une crise sanitaire, c'est une crise économique sans précédent dans notre pays. Je veux quand même faire un peu ce rappel. C'est vrai ça a été aussi la preuve que le numérique et les réseaux étaient indispensables. On le savait, en tout cas notre profession le savait, mais en tout cas c'est apparu pour tout le monde en matière de travail, d'enseignement et tout simplement de liens. On l'a vu, la voix est redevenue en fait sur le devant de la scène. On l'a vu, on a eu une augmentation de près de 50% en quasiment une journée du trafic sur nos réseaux. Mais c'est vrai que voilà, le Wi-Fi, on a préconisé nous un usage du Wi-Fi plutôt que de la 4G. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi est généralement connecté à une fibre. Donc on a lancé un hashtag tous en Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'à un moment on avait besoin de s'assurer que quand les gens sont chez eux avec une bonne connexion fibre, ils passent par la connexion fibre plutôt par le réseau 4G. La 4G et demain la 5G, c'est un réseau mobile. Donc généralement, c'est en situation de mobilité. Quand vous êtes en dehors de chez vous, dehors, ou par exemple dans un lieu où vous ne résidez pas,
la 4G est adaptée. Le Wi-Fi, c'est plutôt vu comme un complément effectivement d'un accès filaire, notamment à l'intérieur des bâtiments. Et là, effectivement, il y a bien une complémentarité qui sera toujours là. Est-ce qu'après demain, est-ce qu'on pourra aussi développer de la 5G à l'intérieur des bâtiments? Peut-être pour des usages industriels. Là, c'est plus pour des questions effectivement de performance pour le grand public. On ne va pas opposer 5G et Wi-Fi parce qu'au contraire, pour nous, c'est vraiment complémentaire. Quand on parlait de gestion des usages, quand vous êtes chez vous, vous passez par le Wi-Fi, vous passez par votre box, par votre fibre. Et ce sera mieux, en tout cas, pour la gestion des réseaux. Guillaume, oui, les deux alors, je suis complètement d'accord avec la position. Certains posent la même question pour la fibre, d'ailleurs. Ils se disent, finalement, est-ce que la 5G va tuer la fibre? En France, moi, mon sentiment, c'est que ça va effectivement, comme le Wi-Fi d'ailleurs, être très complémentaire. En France, en plus, la situation est particulière parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur la fibre ces dernières années. La couverture du territoire a augmenté de manière aussi très forte. Et donc, quand même fort à parier que les opérateurs n'auront pas envie de sacrifier l'ensemble de ces investissements sur la fibre. La situation est peut-être un peu différente d'ailleurs aux États-Unis parce que le territoire est beaucoup plus grand et on a une certaine complexité à aller couvrir en fibre certains territoires. Et donc là, je pense qu'aux États-Unis, la 5G peut constituer une alternative intéressante pour le réseau fixe. En France, j'en suis moins convaincu et donc on va être plutôt dans une complémentarité. Encore une fois, en fonction des usages. Certains usages sont très adaptés au Wi-Fi. Et en entreprise, les collaborateurs se connectent en Wi-Fi et il y a vraiment pas beaucoup d'intérêt à basculer sur la 5G. Il y a d'autres usages qui seront effectivement plus adaptés. Si on aborde maintenant la question des industriels, Sébastien Soriano le rappelait, énormément d'appétence en Allemagne, un peu moins en France. Si vous regardez aujourd'hui en Europe, quels sont un peu les gros usages industriels qui ont émergé et qui vont vraiment arriver là dans l'immédiat? Alors déjà, juste pour réagir, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que les industriels français ne se sont pas intéressés à la 5G. Moi, j'accompagne des clients de tout secteur d'activité et tous mes clients, je pense que je peux le dire quasiment sans exception, s'intéressent à la 5G et donc font des études, font des expérimentations, imaginent leur cas d'usage de demain. Donc il y a un intérêt vraiment sur le sujet. Ensuite, la question, c'est plutôt la question de la chaîne de valeur, c'est-à-dire est-ce qu'ils s'intéressent à la 5G pour les cas d'usage ou est-ce qu'ils ont envie demain d'obtenir des fréquences pour opérer leur propre réseau? Je pense que les industriels français, en tout cas, sont peut-être un peu plus prudents que leurs voisins et n'ont pas forcément envie de se lancer là-dedans et imaginent plutôt coopérer avec des partenaires, des opérateurs bien sûr, mais aussi des équipementiers, voire des spécialistes de l'industrie. On parlait de Siemens tout à l'heure ou de Schneider Electric, qui connaissent bien leur métier, qui connaissent bien leurs activités et qui pourraient avoir un rôle à jouer dans l'implémentation de la 5G. Et là, dans vos clients, on parle de quel type d'industrie du coup? Alors, toutes, en l'occurrence. D'ailleurs, ça nous a un peu surpris. On imagine assez bien les cas d'usage justement dans le secteur industriel, dans la production, et pour toutes les activités d'ailleurs de l'industrie, la production, mais aussi la maintenance, la sécurité, la supply chain, etc. Mais en l'occurrence, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas le seul secteur qui s'intéresse au sujet. La banque s'intéresse au sujet, le retail s'intéresse au sujet, avec à chaque fois effectivement des réflexions autour de l'expérience client. Dans la banque, typiquement, on voit que les Français sont de moins en moins enclins à se déplacer en agence. Donc, quelle expérience on peut offrir aux clients à distance dans la relation avec le conseiller, dans les services à valeur ajoutée qu'on peut lui proposer. Dans la retail, il y a pas mal de réflexions sur les parcours clients. Finalement, comment on maîtrise mieux, on connaît mieux les parcours clients et donc en conséquence on offre des services autour de ça. Et d'ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, quels sont les usages qui vont apparaître pour les utilisateurs, je pense que ça va être aussi drivé par les entreprises. C'est-à-dire qu'un acteur du retail, il va mettre en place des nouveaux services pour ses clients et nous, en tant que consommateurs de ce secteur, on va voir émerger ces nouveaux usages. Mais ils seront plutôt, à mon sens, portés par les entreprises. Oui. Je suis effectivement d'accord. Vraiment, en tout cas, les entreprises françaises s'intéressent à la 5G. Ça, c'est un fait indéniable. On a un sujet global qui, effectivement, on peut avoir, pour notamment les PME ou les TPE, un retard dans la numérisation de leurs outils, à la fois outils industriels et dans leurs différents process. Ça va au-delà même du sujet propre à la 5G. Mais on le voit à l'intérieur du comité de filière que la fédération anime. On a de nombreux projets en fait liés à la 5G qui touchent un peu toutes les verticales, que ce soit le transport, l'automobile ou par exemple même la production industrielle.
L'enjeu pour nous, c'est vraiment de construire en fait des plateformes ouvertes. On s'inscrit aussi dans le plan de relance et dans les efforts de relocalisation et de résilience. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on parle d'usage, on parle de débat de société. Nous, on aimerait aussi parler d'emploi. C'est un vrai sujet, c'est pas un mot tabou. De considérer qu'un grand industriel qui peut avoir un siège en dehors de la France va faire des expérimentations 5G pour comprendre comment une usine peut profiter de ces technologies pour être plus efficiente et conserver des emplois en France. Ce sont aussi des éléments importants sur lesquels on travaille avec des grands équipementiers, des grands intégrateurs, mais aussi des petites PME du monde de l'IoT, du monde de l'intégration de services. C'est aussi, je dirais, la force de la 5G, c'est d'arriver à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs industriels qui viennent de domaines assez variés pour ensuite permettre vraiment de créer des emplois demain. C'est ce qu'on a réussi à faire sur la fibre optique avec une filière qui marche, qui est donnée en exemple, je dirais même à l'étranger, avec des emplois et qui ont été créés pour développer ces réseaux. On souhaite faire un peu la même approche pour la 5G parce qu'à la fin, les industriels pourront développer, je dirais, de nouveaux services et je suis assez d'accord. Ce seront effectivement votre banque, votre supermarché qui vont vous amener à utiliser la 5G, mais aussi pour que les industriels, les petites PME, les petites TPE, à la fois développent des services pour la 5G et s'approprient ces usages. On a un vrai engouement, on a plus déjà d'une dizaine de projets plateformes en réseau qui sont en train de se monter. On va obtenir un certain nombre de soutiens du gouvernement. L'enjeu, c'est de créer cette dynamique d'offres pour après aller convaincre les plus petites entreprises, je dirais, de l'intérêt de la 5G. Bien, merci beaucoup. Malheureusement, le temps passe très vite. Merci à vous trois.